La reconversion prévue de la Bibliothèque Saint-Sulpice est un bel exemple d'utilisation d'un bâtiment patrimonial. Par contre, il y a eu quelques exemples ces dernières années d'édifices historiques qui ont passé sous le pic des démolisseurs. Nous allons faire le point sur la question de la protection du patrimoine bâti à Montréal avec la journaliste Audrey Neveu pour notre dossier actualité de la semaine. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, à quel point ça peut être difficile à Montréal que de protéger un bâtiment patrimonial? Bien évidemment, protéger un bâtiment patrimonial, ça présente beaucoup de défis, notamment du point de vue technique, donc beaucoup plus qu'une simple maison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au courant des années et selon l'âge du bâtiment, il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent, notamment des fissures dans le bâtiment. Ils peuvent s'enfoncer aussi, les fondations, il peut y avoir risque d'incendie, aussi de l'eau qui s'infiltre et aussi de la moisissure, donc un bâtiment qui pourrit carrément. Un exemple de ça à Montréal, c'est l'église Immaculée Conception sur le plateau Mont-Royal. Elle a besoin, entre autres, de refaire les murs et le toit et le clocher donc de l'église. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Et un problème, c'est qu'elle est obligée d'utiliser le matériau d'origine pour refaire le toit. C'est de l'ardoise et c'est un matériau qui est très lourd. Donc, même si elle est obligée de le réutiliser, c'est trop lourd pour que les murs puissent le supporter. Donc, elle est obligée de trouver une autre solution, se dépêtrer dans les règlements et évidemment, ça coûte très cher, 300 000 $ dans ce cas-là. Donc, elle est obligée de lever cet argent-là elle-même. Quand c'est un gouvernement ou une municipalité qui possède le bâtiment, c'est les fonds publics qui servent à rénover ces bâtiments. Évidemment, il faut le faire, mais ça coûte quand même très cher. Lorsque c'est l'État qui est propriétaire d'un édifice, c'est peut-être un peu plus facile à faire parce qu'il y a des ressources financières qui sont plus importantes. Par contre, il y a des bâtiments patrimoniaux ou historiques qui sont la propriété d'individus ou d'entreprises privées. Et là, à ce moment-là, la dynamique est différente. Hein? Oui, exactement, parce que si on a un bâtiment classé patrimonial, on peut même résider dedans, ça peut être des simples maisons. Et dans ce cas-là, bien, il faut quand même faire l'entretien, mais ça présente d'autres défis. Heureusement, il existe un fonds de subvention qui est très utile. Ça s'appelle le Fonds du patrimoine culturel québécois et ça permet aux personnes qui ont une résidence patrimoniale d'obtenir une subvention jusqu'à 25 % des frais de rénovation admissibles. Donc, c'est quand même pas mal pour aider ces personnes-là. Par contre, ça coûte cher. Et malheureusement, il y a des propriétaires qui ne vont pas faire l'entretien et parfois qui laissent le bâtiment à l'abandon pendant longtemps. Il y avait un exemple récurrent, là, pendant 20 ans sur la rue de l'Esplanade dans Ville-Marie, des belles résidences de la fin du 19e siècle qui étaient laissées à l'abandon et la ville a vraiment mené une bataille pour obliger les propriétaires à faire les rénovations parce que évidemment, plus on passe de temps, plus ça devient difficile et ça coûte encore plus cher. Ils ont même envisagé l'expropriation et finalement se sont ravisés parce que c'était trop risqué et donc ils en sont à leur dernière mesure. Donc, c'est quand même très difficile. Il y a certains propriétaires qui sont plus intéressés par la valeur du terrain, qui peut parfois valoir très cher. Donc, ils laissent le bâtiment dépérir jusqu'à ce que ce soit obligé de le détruire parce que c'est un danger ou encore que le feu prenne, malheureusement. Donc là, c'est une perte totale et qui attendent. Il y a un cas, par exemple... Et ensuite de ça, ils pourront développer, faire du développement immobilier sans ces contraintes-là sur ce terrain. Là. Oui, c'est ça. Il y a un exemple qui avait fait assez mal là, du côté d'Héritage Montréal qui avait mené la bataille. C'était la maison Red Pat qui a été démolie en 2014 et ce, malgré une longue bataille pour la préserver. Donc, c'est quand même dommage de ce côté-là. En terminant, il nous reste peu de temps. Gros enjeu qu'il y aura aussi au courant des prochaines années, c'est les très nombreuses églises qui sont à Montréal, certains qui sont des chefs-d'œuvre architecturaux incroyables, mais de par la transformation dans la fréquentation des lieux de culte, sont de plus en plus laissés à l'abandon. Hein. Oui, exactement. Donc, dans les 15 dernières années environ, il y a à peu près 300 églises partout au Québec qui ont été converties. Donc, parfois, elles sont converties dans des nouveaux concepts qui sont quand même intéressants. Juste un exemple, à Cowansville, ils vont convertir une église en salle de concert. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, à Montréal, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, il y a une église qui a été convertie en centre communautaire et en centre de la petite enfance. Donc, une garderie. Ça aussi, c'est un projet intéressant. Donc là, dans ce cas-là, on a carrément converti la bâtisse. Parfois, on détruit l'intérieur, mais on garde la façade. C'est le cas notamment à l'UQAM. Tout le monde connaît le pavillon Judith-Jasmin, qui a la belle église avec le clocher qui reste devant. Le CHUM a fait un peu la même chose sur la rue Saint-Denis, pas très loin de l'UQAM. Donc, c'en est des exemples. Et
Juste dernière chose, il y a 1% seulement des églises qui sont converties en condos parce qu'évidemment, ça coûte très cher. C'est pas un projet très rentable, mais on peut être imaginatif parfois dans la conversion de ces églises. Voilà, pour qu'il y ait des usages civiques et communautaires qui soient conservés dans ces édifices-là. Audrey Neveu, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.